Candidat à la maîtrise en télédétection à l'Université de Sherbrooke, titulaire d'un bac en urbanisme et d'un diplôme de deuxième cycle en géomatique et analyse spatiale à l'Université de Montréal, il se démarque par sa fascination d'acquérir des données efficacement à l'aide de nouvelles technologies. Depuis 2 ans, il utilise le drone comme outil de prédilection pour la saisie de données précises. Il offre des formations en photogrammétrie par drone à l'école de pilotage de drones, Drone Montréal. Il se présente en tant que pionnier en la matière et adore partager et échanger sur le fascinant monde de la télédétection. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jonathan Guerrier-Pirois. Je me présente en tant qu'urbano-géomaticien droniste et j'ai fondé la firme H4G Géomatique. C'est une firme, dans le fond, d'acquisition et de traitement de données par drone, de géomatique, d'urbanisme et de cartographie web. Donc, juste avant de commencer, moi, j'ai juste une petite question pour vous. Je me demandais, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans le monde municipal? Juste lever le petit doigt. OK. Puis, combien d'entre vous utilisez des drones? Ah, OK. Intéressant. Intéressant. Milieu municipal dans les municipalités, au sein de la municipalité? OK, d'accord. Ben, quand même, ça reste tout de même assez marginal. Pourtant, le spectre d'utilisation de drones dans les industries est assez varié. On parle de l'agriculture jusqu'à l'industrie minière, mais le secteur municipal, ça reste encore très marginal. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vous présente 4 raisons d'utiliser le drone dans les municipalités. Pourquoi le drone? Bien, c'est bien, je vais pouvoir gagner un petit peu de temps parce que Mme Petit a présenté un peu les avantages et désavantages ainsi que les capteurs, mais je vais quand même y aller brièvement, donc je vais pouvoir passer plus de temps à d'autres matières. Donc, un des avantages, c'est bien sûr sa flexibilité d'acquisition. Donc, on peut déployer un drone beaucoup plus facilement qu'on déploie un avion ou un satellite. La précision de ces données, ici, on a une résolution spatiale de 4 cm au pixel versus une résolution spatiale de 30 cm au pixel de bonnes données satellitaires, en fait. La stabilité du capteur, donc le gimbal va pouvoir stabiliser le capteur et avoir beaucoup moins d'erreurs dans l'image. Également, le côté sécuritaire, c'est-à-dire on peut déployer un drone beaucoup plus sécuritairement pour les humains que déployer un humain finalement. Des désavantages, bien sûr, la superficie de couverture qui est limitée, le cadre réglementaire contraignant et sa sensibilité aux intempéries, donc la pluie, le vent. Donc, quelques éléments à considérer. Premièrement, les types de drones. On va faire un choix judicieux de drones dépendamment des opérations qu'on veut effectuer. Donc, il y a le multirotor qui est idéal pour les inspections du fait qu'il peut se stabiliser. Cependant, son désavantage, c'est son autonomie. Il y a le drone à voilure fixe qui, lui, a une très, très bonne autonomie puis qui se déplace très rapidement. Cependant, il ne peut rester stable. Donc, à ce niveau-là, les inspections, c'est peut-être pas l'idéal. On a également le drone à voilure tournante qui est un drone idéal pour soulever des charges plus importantes, comme par exemple un magnétomètre ou un lidar. Donc, le temps de vol est vraiment le nerf de la guerre ici, c'est-à-dire on essaye d'optimiser nos opérations. Donc, la charge utile peut affecter le temps de vol. Quel capteur choisir? Bien sûr, on a le capteur haute résolution. C'est bien de choisir un capteur là, qui va avoir un système d'obturation mécanique au lieu d'un système d'obturation à roulement, qui ressemble un petit peu aux barrettes là, des satellites, c'est-à-dire qu'il va prendre chaque colonne de pixels un à la fois, donc ça peut engendrer des distorsions. Nous avons également le capteur infrarouge thermique qui peut être utile dans le cas de déceler les îlots de chaleur. Et nous avons le multispectral là, pour déceler les troubles de croissance végétale et les maladies. Puis, nous avons bien sûr le lidar idéal pour obtenir des modèles numériques de terrain. Les logiciels de traitement les plus utilisés, nous avons un traitement image, Pix4D, Photoscan d'Agisoft, Drone Deploy, Micmac qui est un logiciel open source,
ainsi que OpenDroneMap. Nous avons également les logiciels cartographiques QGIS, ArcGIS, AutoCAD Civil 3D, qui sont très utiles en fait pour les nuages de points, la classification des nuages de points et l'utilisation d'orthomosaïques. Donc l'avantage de AutoCAD Civil, c'est que c'est un peu à la fois un logiciel de géomatique, mais également de dessin assisté par ordinateur. Nous avons également Global Mapper, Virtual Layer, City Engine. City Engine, c'est un logiciel qui est très intéressant, tout ce qui concerne le géodesign et la planification urbaine. Donc, nous avons également des interfaces web qu'on peut utiliser à partir de données par drone, soit ArcGIS Online, Mapbox, Leftlet, OpenLayer, qui sont des interfaces et des API de diffusion d'informations géographiques sur le web open source. Il y a également TreeJS qui est idéal là, pour diffuser de l'information en 3D et pas TreeJS. Ça ici, c'est une scène que j'ai pris directement sur le site de Potree qui est très intéressante pour visualiser des nuages de points. Donc, une des principales utilisations que j'ai cernées, c'est le calcul et la perception, le calcul de la perception des droits des sablières et carrières. Donc, la loi sur les compétences municipales permet au MRC et aux municipalités de percevoir des droits. Donc, au niveau des sablières et carrières, soit le sable et gravier, la municipalité peut percevoir 1,08 $ du mètre cube et pour les pierres de taille, 1,54 $ du mètre cube. Donc, c'est non négligeable. Pourquoi ils ont prévu ça? C'est parce que les camions qui véhiculent les matériaux de construction peuvent détruire les routes. Donc, les municipalités doivent prévoir un fonds pour pouvoir utiliser cet argent-là qu'elle va percevoir. Également, c'est un bon outil pour surveiller le territoire, donc les droits acquis. La CPTAQ, lorsqu'on veut exploiter, par exemple, une ferme et qu'on voudrait enlever un cap de sable, la CPTAQ va limiter la superficie où est-ce qu'on peut extraire le sable. Donc, c'est une bonne façon d'utiliser le drone et la photogrammétrie pour pouvoir mesurer la superficie en question. Comment nous allons nous y prendre? Nous allons utiliser des points de contrôle, bien sûr, avec des GNSS cartographiques et une répartition polynominale. Et également, afin de tester la précision, nous allons utiliser des points de test. Donc, après, nous allons utiliser un logiciel ou une application de paramétrage du vol autonome. Dans les paramètres que nous allons utiliser, il y a le taux de recouvrement dépendamment du sujet qu'on veut cartographier, l'ajustement de la caméra également, la vitesse d'obturation dépendamment du drone utilisé et une compensation radiométrique, par exemple le ISO. Donc, nous allons également ajuster la caméra pour pouvoir viser au nadir. Ici, je démontre deux applications qui sont assez intéressantes. Il y a Maps Made Easy qu'on utilise avec, par exemple, un iPhone, donc le système d'exploitation iOS, puis Mission Planner c'est un logiciel open source qu'on peut utiliser dans le fond avec le vol autonome qui est Pixhawk 2 et le logiciel ArduPilot. Selon moi, ce logiciel-là, malgré la faiblesse de la qualité visuelle de l'interface, c'est un logiciel qui est super intéressant. En plus de ça, il est open source. On peut paramétrer toutes sortes de choses avec Mission Planner. Donc, le processus de traitement du logiciel, on a l'orientation interne, c'est-à-dire la géométrie interne de l'appareil photo, l'orientation relative pour corriger le rouillis, tangage, lacet, l'orientation absolue pour placer, caler nos images, pour pouvoir créer ensuite notre nuage de points. À partir du nuage de points, le logiciel va créer le modèle numérique de surface. Il peut également créer des modèles numériques de terrain, dépendamment quel sujet là, que nous cartographions. Et il va créer son orthomosaïque. À partir du modèle numérique de surface, nous allons pouvoir effectuer le calcul volumétrique. Donc, pour pouvoir calculer les volumes, nous devons connaître la base des piles et également le taux de compression des matériaux, bien important.
Donc, le résultat, qu'est-ce que ça donne à partir des erreurs quadratiques moyennes d'exactitude de la résolution spatiale? On peut déterminer si notre modèle est fiable, puis commencer à obtenir des calculs volumétriques. Donc, ici, j'ai pris des points tests. Les points tests ont été effectués à partir d'un GNSS ARTK. Donc, on voit à peu près l'exactitude que ça donne. Ça, c'était pendant un cours que j'ai donné. Donc, on a une exactitude de 0,014 mètres, c'est-à-dire 1 cm finalement, en X, puis en Y, 11 cm, ce qui est quand même assez impressionnant. Quoique le 11 cm, j'essaierai d'obtenir des données meilleures. Donc, une représentation cartographique après qu'on peut donner pour illustrer les quantités. Deuxième utilisation du drone, ça serait faciliter la surveillance environnementale. En milieu agricole, souvent, les cours d'eau sont utilisés comme des fossés. Donc, c'est une utilisation qu'on peut faire de justement surveiller l'utilisation des cours d'eau. Et également, surveiller la sédimentation et les déversements. C'est assez simple avec le drone de pouvoir avoir une bonne idée de la sédimentation après une pluie ou d'un déversement, par exemple, qu'un agriculteur voudrait couler son quota de lait, puis qu'il l'envoie directement dans le ruisseau, puis que ça s'en va dans un lac. J'ai déjà vu ça en passant. Donc, le processus, ça serait, dans le fond, de récolter un inventaire des imageries aériennes et des données géospatiales qui sont existantes, donc des photos aériennes avant. Donc, de collecter des données un peu comme on a fait avec notre carrière, c'est-à-dire utiliser la photogrammétrie pour cartographier le cours d'eau existant, donc le lit mineur, créer une orthomosaïque, ensuite de mesurer la différence et par la suite, si on réalise qu'il y a une infraction, d'adopter une résolution de poursuite en fonction du règlement de contrôle intérimaire de la MRC. C'est l'outil, en fait, sur lequel on va s'appuyer puisque le ministère de l'Environnement octroie la responsabilité au MRC de contrôler et de gérer les cours d'eau sur son territoire. Donc ici, on a également là, des photos tout simplement là, de sédimentation. Par rapport à ça, on pourrait même calculer la turbidité de l'eau, puis également la chlorophylle contenue dans l'eau à partir d'images multispectrales. Donc, troisième raison d'utiliser le drone, mettre à jour la cartographie d'une zone inondable, sujet à jour évidemment. Donc, le ministère de l'Environnement prévoit dans sa loi sur la qualité de l'environnement une politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables que les MRC vont reprendre quasiment textuellement. Donc, ils vont l'intégrer dans ce qu'on appelle le règlement de contrôle intérimaire. Donc, ils vont créer des cartes, même si le gouvernement a leur propre carte, les cartes de la MRC vont être directement opposables aux tiers. Donc, c'est à partir de ces cartes-là qu'on va établir si, par exemple, un secteur est compris dans une plaine inondable 0,20 ans ou 20-100 ans et également 0,2 ans, qui est en fait, dans le fond, le lit mineur là, du cours d'eau. Par rapport à ça, le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la municipalité va reprendre ces mesures-là. Si vous regardez, vous allez probablement voir textuellement la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. Ce qui est intéressant ici, c'est les endroits qui ont été inondés récemment. Par l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire, on peut geler justement des constructions dans des secteurs bien précis, puis établir qu'une maison devient en droits acquis parce qu'elle est désormais en zone 0,20 ans. Donc, les méthodes de détermination, il y en a plusieurs. Je vais y aller grosso modo. La méthode du pinceau large, c'est une méthode, dans le fond, qui consiste à prendre une carte puis faire témoigner des gens qui connaissent l'endroit, à savoir où est-ce que l'eau monte. Il y a également la méthode relation niveau-débit, qui est de prendre des relevés en période de crue. Ces relevés-là peuvent être pris facilement par le drone, justement, dans des zones très cernées. Puis, par photogrammétrie, on peut établir justement où est-ce que l'eau est. Petite bémol là-dessus, cartographier de l'eau, c'est assez difficile dû au fait qu'il y a des mouvements puis que des fois, il y a de la réflexion. Donc, on peut également déployer un drone assez facilement pour surveiller les embâches. Quand on sait qu'il y a des embâches qui se font à certains endroits, on a juste à déployer le drone.
puis obtenir là, des clichés là, qui sont très significatifs. Après ça, on extrapole les codes de crue, puis on cartographie, puis on adopte le règlement de contrôle intérimaire. Ce n'est pas la méthode la plus précise, mais on peut utiliser également la modélisation hydrodynamique. Donc, on prend des relevés topométriques de mesure en période de crue. Donc, également, on peut utiliser nos modèles numériques de terrain pour établir des modèles, puis faire des simulations dépendamment du niveau de l'eau, où est-ce qu'il peut monter. On peut utiliser des logiciels comme tout simplement ArcScene, où est-ce qu'on va déterminer que l'eau va monter à une telle hauteur, puis qui va inonder tel endroit. Donc, on peut caler notre orthomosaïque sur notre modèle numérique de terrain, puis voir exactement si l'eau monte à 60 mètres, bien, elle va inonder telle maison, telle construction. Donc, c'est également important, la méthode de modélisation hydrodynamique prend également en considération là, les relevés des contraintes anthropiques, c'est-à-dire les ponts, les ponceaux. Donc, c'est un modèle qui est beaucoup plus complet que les autres, sauf qu'on peut les jumeler. On peut prendre les trois modèles puis les mettre ensemble, puis établir une cartographie et adopter le règlement de contrôle intérimaire. Donc, on voit ici une modélisation de l'inondation, justement. Par exemple, une simulation d'inondation si l'eau monte à 55 mètres, bien sûr, c'est des données absolues, ou jusqu'à 80 mètres. Donc, ici, on a une cartographie. Ça, c'est la MRC de Quaticook. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut diffuser l'information sur le web à partir des couches shapefile. On peut en faire des couches WMS, GeoJSON ou même WFS et diffuser l'information aux citoyens. Je pense que c'est, de nos jours, je crois que c'est le genre d'information que le citoyen aimerait obtenir assez rapidement. Dernière, et non la moindre, donc planifier le territoire. Le drone peut être un outil formidable de géodesign et de planification urbaine. Les municipalités ont toutes sortes d'outils, comme par exemple le plan particulier d'urbanisme, pour revaloriser certains secteurs. Pour ce faire, ils doivent, par exemple, le prévoir dans leur plan d'urbanisme. Donc, c'est sujet à l'approbation référendaire. Cependant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi 122, mais la loi 122 permet à des municipalités d'être exemptés des consultations publiques en autant qu'ils établissent des zones de requalification. Donc, si ces zones-là, on n'a pas à survoler des têtes et des maisons et qu'on peut rester à 30 mètres de la route, bien, ça peut être très intéressant d'utiliser le drone, justement. Également, l'application de la réglementation municipale, ça peut être un outil intéressant pour faire appliquer le règlement de construction et le règlement de zonage. Au niveau du géodesign, bien, on peut faire une analyse multicouche qui est super intéressante. On peut prendre les contraintes naturelles, c'est-à-dire les plaines inondables. Donc déjà, on élimine une partie du terrain, les plaines inondables qu'on a bien sûr cartographiées à l'aide de la photogrammétrie par drone. On peut utiliser la topographie naturelle, donc ça peut être pris par photogrammétrie ou par lidar. On peut l'intégrer. Plusieurs municipalités veulent conserver justement, puis favorisent la conservation de la topographie naturelle dans les projets de développement. Donc ça peut être justement une couche qui est assez importante. On peut également draper l'usage qu'on veut projeter sur le terrain, les artères de circulation, le cadastre projeté, et utiliser ces outils-là, puis le produit de ces outils-là pour présenter au public. Donc, pour un élu municipal, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est vendeur. Non seulement ça, mais le logiciel, le CD Engine de Esri, permet justement de paramétrer toutes sortes d'outils urbanistiques pour pouvoir sortir des modèles très rapidement. On le voit ici juste en haut. Puis, l'orthophoto nous permet, dans le fond, de mesurer avec précision si on a utilisé les principes de la photogrammétrie. Donc, à partir de là, on peut faire la modification du plan d'urbanisme. Comme ici, je vois on a un terrain là, de la municipalité de Deux-Montagnes qui fait l'objet du plan particulier d'urbanisme du PPU. Donc, ce genre de sujet-là aurait été idéal si on aurait pu prendre les données par drone. Ce qui est important de savoir, c'est que le PPU, c'est la municipalité elle-même qui va se faire promoteur du terrain en question. Donc, bon, j'ai le droit.
infraction à la réglementation municipale. Donc, ça peut être assez simple de prendre des clichés sur des terrains où est-ce qu'on suspecte qu'il y a une infraction, ou même la surveillance d'un chantier important dans la municipalité, voir si le demandeur de permis respecte les conditions du permis. Donc, la façon que ça peut fonctionner, premièrement, pour que quelqu'un puisse inspecter un terrain, il doit avoir l'adoption de normes d'inspection au règlement de construction, dont des heures où est-ce que l'inspecteur peut se présenter au domicile des gens, soit par exemple de 8 heures jusqu'à 5 heures. Par la suite, c'est quand même bien d'envoyer un avis d'inspection avisant le propriétaire du terrain ou du bâtiment qu'on va inspecter le bâtiment, et même de l'aviser qu'il va peut-être y avoir une opération de drone. Donc, on peut prendre des images. Ce qui est également important, c'est que le pilote doit détenir de préférence un COAS permanent ou être pilote conforme là, selon Transport Canada pour pouvoir déployer, dans le fond, le drone assez rapidement. On peut, à partir des images qu'on va recueillir, on va pouvoir envoyer un avis de non-conformité. L'avis de non-conformité, c'est une preuve de diligence et de bonne foi, c'est-à-dire le citoyen doit se conformer dans tant de jours, d'habitude c'est 30 jours, puis s'il ne le fait pas, bien, on peut passer à une étape supérieure, c'est-à-dire l'adoption d'une résolution de poursuite et éventuellement aller en injonction pour que la situation se régularise. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller visiter notre site web ou de nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vais d'ailleurs mettre la présentation sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez vous référer à certaines lois, je les ai tous mis en référence à la fin du PowerPoint. Puis si vous voulez que je vous envoie la présentation assez rapidement, vous avez juste à m'écrire. Donc voilà, merci beaucoup.